Bibou, il a peur parce qu'il le regarde. Mais il faut l'attestation, tu la mets sur le pare-brise aussi ou c'est juste... On partage. Hein? Est-ce qu'elles ont toutes mangé? Elle a un disque facial complet sur le visage, disque facial composé de microplumes. On a des mœurs nocturnes. Lorsqu'ils sont plus clairs, jaunes ou orangés, eh bien c'est qu'on a des mœurs crépusculaires. D'où vient son nom de chouette effrayée, du vient d'époque médiévale. Elle vivait déjà à l'époque médiévale près de nous, et lorsqu'elle communique, elle fait un peu comme Cacahuète, que vous voyez juste derrière vous. Cacahuète est une jeune effraie mâle âgée de 2 ans et demi. Alors l'effraie va faire ce chuintement, et ce chuintement laissait entendre à l'époque médiévale qu'on parlait au-dessus de nos têtes dans des pièces censées être vides. Le toit de la maison ou le toit de la grange, et bien on avait l'impression de voir une âme qui s'en échappait. Alors on s'est mis à avoir très peur d'elle, à en être effrayé. Nocturne dès l'éclosion de l'œuf au niveau du dressage, et bien il est presque impossible d'obtenir ce que vous voyez aujourd'hui. Elle, on l'appelle aussi dame blanche, comme elle est très claire. Le fait d'être blanche sur le dessous, chameau et grisé sur le dessus, la faisait se fondre complètement dans son environnement. Alors ça y est, regardez juste derrière vous, apparaît l'autre espèce. Elle est magnifique, elle est beaucoup plus grosse. Il s'agit de la chouette de l'Oural. C'était une fonction de pardeur pour récolter les sons. Au niveau des yeux, on voit qu'ils sont noirs parce que la chouette de l'Oural a des mœurs nocturnes. Et pour elle, ce sera un peu plus particulier parce que elle, c'est une espèce des régions subarctiques. Elle habite donc dans des endroits où l'amplitude du jour est parfois bien plus longue que celle de la nuit. C'est pour ça que l'Oural peut également évoluer en plein milieu de journée sans aucune difficulté. Celle-ci, c'est la grande copine de Cacahuète. Vous vous rappelez qu'on vient de voir juste avant, qui était très brillante. Elles sont toutes les deux âgées de 2 ans et demi. Elles sont arrivées au parc ensemble, ce n'étaient que des petites boules de poils. Pour cela, il y a des plumes partout, des plumes très tufeuses et très soyeuses. Est-ce que quelqu'un parmi vous pourrait me dire quel poids peut faire Pirouette? Combien elle peut peser, à votre avis? Plus, alors ça veut dire quoi? 1,2 kg, ça c'est bien, c'est précis. Mais quand on fait ce métier, il faut être habitué à en prendre de nombreux, et au quotidien. Oui, mon beau. Lui, il évolue un poids de 600 grammes. Et vous avez vu, encore une fois, on ne va rien entendre de son vol. Il est magnifique, Les nocturnes ont au bout des peignes de leurs plumes des petits barbules. Et ces petits barbules vont permettre de rendre complètement silencieux le bruit que fait la plume en frottant contre l'air. On se rappelle tous avoir entendu un jour un moineau ou un pigeon s'envoler. Ça fait énormément de bruit. Vous voyez qu'avec Archimède, encore une fois, eh bien, on ne ressent que le souffle de son vol. Il se pose sur une perche et qu'il ne voit pas la récompense posée là, à quelques centimètres, et bien il est obligé de se raidir de tout son long.
serait dire de tout son nom pour faire une mise au point et voir ses pattes de poussin posées là à quelques centimètres. Par contre, acuité visuelle exceptionnelle de loin, le Grand-Duc d'Europe serait capable de lire un journal à 200 mètres de distance, simplement éclairé par une bougie. Vous voyez la vue de folie qu'elle peut avoir. Le plus difficile, bien sûr, ce serait de lui apprendre à lire. Vous voulez savoir s'il y a du Grand-Duc d'Europe dans votre région? Regardez. Vous avez vu encore une fois ce silence, hein, malgré le fait qu'elle soit dans un vol d'effort, malgré son envergure, on ne ressent que le souffle de son vol. Et la plus grande densité de Grand-Duc d'Europe en France se trouve en Provence. Vous voyez, un petit peu plus distraite là aujourd'hui. Voilà, regarde notre ami Mathieu. Il ne faut pas se fier à son vol, hein, qui semble un peu tranquille, un peu jamaïcain. Le Grand-Duc d'Europe peut attraper toutes ses proies au vol sans aucune difficulté. Quand une année est un peu difficile, il peut se nourrir de scarabées, de batraciens. Et quand une année est bonne, il peut s'attaquer à des proies qui vont jusqu'à la taille du renard et du jeune faon qui vient de naître. Autant vous dire qu'avec un éventail pareil, c'est assez pratique pour elle. Regardez, Mathieu va se mettre parmi vous et vous offrir un vol en diagonale pour que vous puissiez la voir au plus près. Vous avez vu comment elle peut tourner la tête, hein? Nous les humains, on a 7 vertèbres cervicales. Elle est pourvue de 14 vertèbres cervicales qui lui permettent d'aller plus loin que la moitié du milieu du dos. Allez, ça y est, regardez, elle va décoller. Appréciez bien. Voilà. Alors ça s'appelle comment, les amis? Voilà. Voilà, vous voyez, Mathieu va faire en sorte, voilà, de la réceptionner quand même sur un petit seau. Et je pense qu'on peut l'applaudir, mais doucement, doucement. Voilà, j'adore, super, ça a bien marché. Elle ne mérite, mais que moyennement, notre belle Cali, du Grand-Duc d'Europe. Merci à toi Mathieu. On va passer de l'espèce la plus puissante des rapaces nocturnes à une des plus petites chez les diurnes de notre territoire. Regardez juste derrière vous, elle va apparaître sur le champ. Il s'agit de ce petit rapace qu'on voit très souvent voler en vol stationnaire. Elle est toute petite, elle ne fait que 200 grammes. C'est une femelle qui se prénomme Bulle. Oui, Bulle. Bulle nous a fait le plaisir d'être maman cette année pour la 2e fois. Elle nous a fait 3 magnifiques bébés. On la voit un peu partout en France, caractéristique avec ce vol stationnaire qui fait qu'elle ressemble un peu à une croix. On appelle d'ailleurs ce vol le vol du Saint-Esprit. Elle est très commune, on en compte à peu près 150 000 sur le territoire. Elle mange principalement des souris, elle en mange à peu près 2 par jour, mais elle peut aller jusqu'à 3, voire 4 souris en période de reproduction. Bougez pas monsieur. Donc le calcul est rapide, il est vraiment très rapide. Il est mangé entre 450 000 et 600 000 souris par jour par cette toute petite espèce. Amenons ça à l'échelle annuelle, sachez qu'il est mangé plus de 200 millions de souris par an sur notre territoire, hein, par la cresserelle. Donc comprendre son utilité, comprendre à quel point il faut la préserver, à quel point il faut en prendre soin, est chose facile. Elle va vivre une dizaine d'années, notre amie Bulle. Plus on est petit chez les rapaces, et moins vieux. Plus on est grand, plus le cœur est gros, moins il va vite, moins il s'épuise, et plus on vit longtemps. Allez, encore une jolie casquette, je suis en train de l'adresser pour l'année prochaine, à subtiliser toutes les casquettes qui me plaisent. Sachez que pour l'instant, je suis à 2 prises dans l'année. 2 prises. Voilà, pour notre belle Bulle, il faut qu'on casserelle, hein. Je pense qu'on peut l'applaudir bientôt également, elle le mérite. Allez, on va passer tout de suite à une autre espèce. Regardez derrière vous, va apparaître une espèce aussi répandue sur notre territoire. Certains scientifiques et certains spécialistes d'oiseaux s'entendent de dire qu'elle est un petit peu comme un méga miniature. D'où son nom de buse variable. La buse variable, on la voit, quand on la voit près de la maison, on est sûr de la revoir à nouveau. En effet, c'est une espèce qui ne va pas s'attaquer aux randonneurs, aux joggeurs ou aux vététistes qui passeraient un peu trop près de son aire de nidification en période de reproduction. Vous voyez à quel point elle est territoriale. Regardez ces cerfs, elles sont toutes petites. On pourra souvent déterminer la nature des proies d'un rapace à la taille de ces cerfs. Lorsque les cerfs sont petites, on ne peut attraper que de toutes petites proies. Donc elle abuse, se nourrit principalement de micro-rongeurs, d'insectes dans la nature. On va envoyer ceci, c'est
Regardez comme elle est jolie, de mètre 20 d'envergure possible, espèce endémique des territoires nord-américains. Il s'agit bien sûr du vautour fauve. Attention, Mathieu. Attention, Jean. Voilà. Regardez comme elle est magnifique dans ce décor Dakota. Hein, quand elle évolue, on se croirait au bout d'un seul en Colombie-Britannique. Lorsque celui-ci remonte dans les montagnes au-dessus Mathieu. Attention, Jean. Voilà. Allez, vas-y, Maxime. Vous avez vu comment elle a beaucoup de caractère. Hein. Elle est vraiment auteur du mode d'intimidation. C'est moi la bosse. Elle a beaucoup de caractère et énormément d'intelligence. Elle s'est même autoproclamée boss du parc il y a quelques saisons de cela. Regardez, c'est ce qu'elle manifeste, c'est moi Dakota, c'est moi la bosse. Donc le saumon, quand il remonte pour frayer, eh bien, c'est là qu'on trouve les plus gros rassemblements de pigargues, parfois plusieurs centaines, voire milliers d'exemplaires rassemblés dans une seule et même vallée. C'est pour cela qu'on la classe dans les espèces grégaires, les espèces qui peuvent vivre en colonie. Vous venez poser un fauteuil dessus, et notre photographe prend des photos qu'on peut ensuite retirer en boutique. Ceux qui auraient un peu peur de la portée, 4,5 kg, ou un peu d'appréhension, eh bien, sachez qu'on descendra également une jolie chouette et frais. Alors le vautour fauve a une bonne réputation, il disparaît dans les années 30, mais aujourd'hui il se porte plutôt bien. Arrive. On en dénombre 600 couples sur le territoire. On le trouve sur le massif d'Écosse, les gorges du Verdon, le Vercors, où il a été réintroduit il y a quelques années et où il se porte très bien aujourd'hui. On le trouve également en Auvergne, dans les Pyrénées en très grand nombre, et ici dans les Alpes. On a la chance d'avoir le vautour fauve. Regardez comme elle est belle, vraiment, je pense qu'on peut l'applaudir bien fort, notre belle Dakota. Elle le mérite tellement bien. Alors le vautour fauve, il a une silhouette un peu particulière. Silhouette particulière pour le vautour fauve, un très gros bec, aiguisé comme une lame de rasoir, très massif, un très long cou dépourvu de plumes, juste un duvet qui le recouvre, et à la base de son cou, le vautour a une jolie collerette de long et léger duvet blanc. Pour tuer les animaux qu'il consomme. Donc avec ce bec très puissant, il va faire des trous dans les cuirs parfois très épais des carcasses qu'il consomme pour les... Ensuite dans la nature, elle va se nourrir principalement d'insectes. Et ici, au parc animalier de Serpenson, eh bien, on les nourrit presque à l'identique de nos rapaces. Regardez attentivement jusqu'au décollage, jusqu'à l'atterrissage, pardon, elles restent vraiment très gracieuses, se mettre face au vent, et elles vont se poser comme une apesanteur. L'Alsace, qui est complètement vouée, est dédiée à la cause des cigognes, donc de vraies Alsaciennes. Voilà, alors celle qui vient de se poser juste devant vous s'appelle Jean. Celle qui vous survole juste au-dessus s'appelle Mathieu. Ah, une juste là-bas derrière, c'est Corinne. Et la petite dernière, je ne sais pas où elle est passée, c'était Marlène, de 4 cigognes. Voilà, c'est avec nos jolies Alsaciennes qui vont venir rejoindre Mathieu, avec Pygmaeus et Salomé, nos beaux vautours fauves, et avec Dakota la belle, Dakota la terrible, que se termine cette représentation de rapace en vol libre. On espère que vous avez passé un moment agréable avec nous, et on vous remercie infiniment de votre visite. Merci à tous. Merci, vraiment sympathique. Les oiseaux apprécient beaucoup les applaudissements, ainsi que les animaliers. Merci à tous. Rendez-vous qu'on vous propose dans 15 minutes, c'est dans l'enclos des Sarlos. Je viendrai les nourrir et vous parler du chien, de la domestication du chien. Donc ceux que ça intéresse, c'est en sortant juste là à gauche au niveau du rocher. Et ceux qui désirent prendre des photos avec la